Bon, ben on a parlé beaucoup ces derniers temps de la Société des alcools du Québec qui, se défend d'être un des plus gros acheteurs dans le monde, d'avoir les meilleurs prix à l'achat. Oui, probablement, c'est vrai, possible, mais pas à meilleur prix à la vente. Ça, c'est nous autres, combien qu'ils payent à l'achat, c'est pour nous. Nous, l'important, c'est combien qu'on le paye. Donc, combien la SEQ le vend. C'est le plus important. Alors, la SEQ est prise avec un monopole, si je peux dire, qu'elle veut protéger. Il y a quelques années, bien des agents d'importation de vin ont commencé à se plaindre qu'ils ne pouvaient pas avoir les choix de vins qu'ils voulaient importer, parce que la SEQ avait un droit de veto là-dessus. C'est elle qui choisissait les vins qu'on voyait dans les magasins, ce qui fait qu'ils ont permis l'importation privée. Ça, ce sont des vins que vous retrouvez chez des restaurateurs ou que les agences vont vendre directement à des gens qui le connaissent, sans passer par les tablettes de la SEQ, parce que ces vins-là ne peuvent pas se retrouver dans les tablettes de la SEQ. Ce qui fait qu'un jour, si jamais la SEQ était privatisée, selon moi, il n'y aurait pas 10 000 vins au Québec. D'après moi, il y aurait entre 30 et 40 000 vins différents au Québec. J'en suis convaincu. Adrien Pouliot est en studio. Salut, Adrien. Hey, salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Good. Toi, tu veux me parler de la SEQ, justement? Je sais que Radio X aime beaucoup la SEQ. Ouais, en fait, on l'aimait beaucoup. C'est pas la SEQ qui nous aime plus. On sait pas pourquoi, mais en tout cas. Mais qu'est-ce que tu veux? On va acheter des vins pareils parce qu'on n'a pas le choix. Ouais. Non, je vais te parler de la SAQ parce qu'il y a un article bien intéressant sur le Huffington Post publié récemment qui explique en détail comment ça fonctionne la piquette, là, tu sais, les vins pas chers. Là. Oui. Puis récemment, tu sais, la SAQ a annoncé qu'ils voulaient plutôt vendre des vins plus chers puis arrêter de vendre des vins moins chers. Puis je me demandais pourquoi, mais là, je pense que j'ai compris l'affaire. OK, vas-y. Bon, alors, en 1978, le gouvernement du Québec a permis à la SAQ de mettre des vins, de vendre du vin puis du cidre dans les épiceries. Ouais, hein, ça c'est du vin. Fait quand même par contre, c'est que ce vin-là n'est pas embouteillé chez le producteur pays d'origine. C'est ça. Il vient en vraquier, espèce sur des bateaux, des grands tonneaux, là, ouais. C'est ça, c'est comme il est embouteillé aussi. L'obligation, c'est qu'il soit embouteillé ici à l'usine, la SEQ ou autre. Exact. Alors donc, il vient avec ces espèces de drôles de bateaux-là. Ouais. Ils sont embouteillés ici. Et la loi interdit de faire mention sur ces bouteilles-là des cépages, donc des sortes de raisins, des appellations et les producteurs. Donc, la seule chose que tu peux marquer sur ces bouteilles-là, c'est le pays. Le pays d'où provient le raisin. Alors, ça veut dire que... mais il a fait une exception à la SAQ, puis ça, je savais pas ça, j'ai appris ça dans l'article, que il y a 8 appellations qui ont le droit de mettre. Ces appellations-là ont payé la SAQ pour avoir le droit de mettre leur nom sur ces bouteilles-là. Alors, donc, il y a seulement 8 sur à peu près 200, 250 petits vins de dépanneurs. Je sais pas les noms. On ne sait pas combien ils ont payé non plus? Non, on ne sait pas combien ils ont payé. Alors donc 200 produits, il y en a 8 où vraiment tu peux avoir les informations là sur le cépage, l'appellation, le nom du producteur, puis les 200 autres, tu sais pas trop ce qu'il y a là-dedans. 90% de ces vins-là, les vins qu'on appelle de dépanneurs, sont pas vendus dans les dépanneurs. Hein. Maintenant, ils sont vendus dans les grandes surfaces. Ouais. Alors les Costco, les Métro, les IGA, la Blase Provigo. Alors donc ça c'est pas fait pour aider les dépanneurs. Là. Et ces grandes surfaces-là font à peu près 285 millions de dollars de ventes comparé à 36 millions pour les dépanneurs. Alors, ça donne une idée donc que ça se vend. Les gens font leur épicerie et en prennent une en passant. Ouais. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir, comme on dit en anglais, follow the money. Tu sais, où va l'argent de cette affaire-là? Et ce que j'ai découvert, c'est que la SAQ, elle collecte sa marge de profit sur les vins qui sont vendus par Loblaws puis Provigo puis Métro. Mais oui, mais toutes les taxes sont quand même appliquées. Alors, je ne parle pas des taxes, là. Je parle pas des taxes. Je parle de la marge de profit. OK. Alors, c'est comme si, en fait, ce que la SAQ dit à Loblaws, c'est, OK, vends-moi les bouteilles, puis je veux faire sur ces bouteilles-là le même profit que je les vendais en magasin. Donc, ils prennent une marge, une grosse marge. Alors, c'est pourquoi que les épiceries le font pareil? Parce qu'ils veulent attirer de la... Ils disent pour eux autres, c'est un ajout qu'ils ont dans leur magasin. Les gens viennent à l'épicerie, puis ça peut inciter les gens à venir. Puis... Alors, ces magasins-là c'est sûr qu'ils font un profit, puis on va passer à travers les chiffres tantôt. Mais ce qui est fascinant, c'est que la SAQ est assise sur son steak, fait absolument rien,
puis elle ramasse le cash, une partie des profits c'est quand même incroyable. Tu sais, les agences de vin que tu vois dans les petits villages, là. Ouais. Il y a des petits villages qu'ils peuvent pas avoir de magasin de la SEQ parce que c'est trop petit. Ouais. Fait qu'il y a un propriétaire d'épicerie, par exemple, ou un dépanneur, il ouvre une agence, ça s'appelle Agence SEQ, puis tu vois des vins à l'intérieur. Sais-tu comment ça marche, ça? Le gars, là, le propriétaire de ce petit commerce-là, faut que lui-même aille à la succursale de la SEQ la plus près, chercher les vins qu'il choisit les vins qu'il veut, OK? Mais avant d'avoir été sélectionné pour être une agence, il a fallu qu'il soumissionne à la SEQ. La SEQ fait comme un appel d'offres. Okay. Qui veut être l'agence dans tel secteur, OK? Alors, il y a plusieurs années, les gars soumissionnaient à l'agence. Oui, je suis prêt avec 1% de profit ou 2% de profit, par exemple, que je prends, que je me garde, tu sais. Mais là, à un moment donné, ce qui s'est arrivé, c'est qu'ils appliquent tous à 0%. Oh, wow. Ils font juste ça pour attirer de la clientèle. Puis encore là, la SEQ, ça ne coûte rien. Alors, si on prend une bouteille, mettons, qui se vend 11$ chez Loblaws, le prix du vin, le coût du vin là, qui a été acheté par l'embouteilleur, il y a 2 gros embouteilleurs au Québec, il y a la Maison des Futailles puis Vincourt. Là. Alors, le prix du vin qui a été payé, c'est 1$. Oui. Il y a 1$ de vin dans la bouteille de 11$. Oui. Alors, imagine, comment quelqu'un peut faire un vin qui a de l'allure à 1$? C'est ça, là. Alors là, donc, pour faire ça, ça veut dire qu'ils achètent du vin. Le vin européen, il est acheté à peu près, je te dirais, là, c'est ça, 1$ la bouteille de 750 ml, puis ils vont acheter du vin chilien pour à peu près 60 cents canadiens la bouteille de 750 ml. C'est pour ça, moi, que je vous dis que dans les succursales, la SEQ, là, si vous voulez avoir un vin à 12$, là, la SEQ l'a payé à peu près 3$. Là. Oh, c'est ça. Et comment un producteur peut faire un bon vin qui est embouteillé là-bas, quand le producteur, non seulement il faut qu'il fasse le vin, la culture et tout, comme un agriculteur, il faut qu'il s'achète des bouteilles, il faut qu'il s'achète des bouchons de liège, il faut qu'il achète des capsules, il faut qu'il fasse des étiquettes aux normes de la SEQ, il faut qu'il mette ça dans des boîtes de carton. Imagine-toi. Ça coûte. Alors donc, le vin, 1$, le coût du verre, le coût de l'embouteillage, le coût de l'étiquetage, le bouchon, tout ce que tu viens de dire, c'est 1$25$. Puis là, l'embouteilleur fait une marge de profit qui est à peu près 25-30%, 75 cents. Donc, tout ça, c'est 3$. Alors là, le vin avec la bouteille, puis la marge de profit de l'embouteilleur, c'est tout ça, là, c'est 3$. Bon, ensuite de ça, là, tu commences à rajouter le reste. Les taxes d'assises puis de douane du gouvernement canadien sur une bouteille de 11$, à peu près 50 sous. Oui. Ensuite de ça, les frais de service que tu payes à la SAQ, éduc-alcool, bon, tu sais, tout ça de patente. 50 sous. Là arrive la majoration de la SAQ, la cote de profit qu'elle prend, même si c'est pas elle qui le vend, elle se prend une cote de profit dessus. Là. Ça, sur une bouteille de 11$, c'est à peu près 4$. Mais ça inclut le fait qu'ils vont chercher le vin qu'ils le transportent. On est-tu d'accord? Je sais pas qui paye le... Mais à la SEQ, tous les vins qui viennent dans les magasins de la SEQ, c'est la SEQ qui assume le coût de transport. C'est pas le producteur. OK, mais ça doit pas coûter une fortune. Là, il y a des gros containers. Ça rentre à 30 000 litres des gros containers. Ça, les vins de dépanneurs. Moi, je te parle des vins de dépanneurs. Moi, je sais. Je parle seulement des vins de dépanneurs. Mais qui payent le transport, oui. Ensuite de ça, tu as une taxe spécifique sur le vin du gouvernement du Québec, en plus de la TPS-TVQ. Là, donc, c'est une taxe spéciale sur le vin qui est 50 sous. Là, évidemment, le détaillant, Costco puis Loblaws, ils prennent leur marge de profit, à peu près 1$. Puis TPS-TVQ, 15%. Alors, en bout de piste, ce que tu réalises, c'est que, 3$ pour l'embouteillage, le vin, la verre, 1$ de profit pour le détaillant, le Costco, tout ça, ça fait 4$ qui vont, mettons, dans le processus, là, de fabrication. Autre que la SAQ. Puis c'est ça. Puis le reste, ça va au gouvernement. Donc, 3$ de taxes, puis 4$ de profit à la SAQ. C'est quand même, c'est une belle business, la SAQ. Ben, écoute, quand t'as pas de compétition. Puis là, non, mais c'est parce que c'est intéressant, c'est que eux autres, tu vas calculer tes ratios, mettons, tu vas dire, OK, je fais tant de dollars de vente par pied carré. Je fais tant de dollars de vente par employé. Ouais. T'sais, mais là, ici, ils ont des dollars de vente qui rentrent sans aucun pied carré, sans aucun personnel. C'est tout à l'extérieur de la SAQ. Ouais. Alors, une belle façon d'avoir l'air. Ça fait baisser la moyenne du reste qui est probablement très élevé au pied carré et au nombre d'employés. Puis ce qu'ils mettent là-dedans, Martin, là, tu le sais là, parce que tu connais pas mal ça, mais c'est vraiment... Tout ce que c'est... La seule obligation, c'est que ça vienne d'un pays. Alors, si tu prends, mettons, tu prends un vin, là, on va l'appeler, pour les fins de la discussion, le Toréador, là, c'est un nom fictif, là. Mais, alors, la SAQ amène 20 000 litres de ce vin-là, là, d'un producteur X, là.
Et puis, il y a un autre 20 000 litres qui vient d'ailleurs. Puis le deuxième 20 000 litres, il est peut-être pas très bon, mais en tout cas, mélange ça avec le premier, rajoute des produits. Il y a une liste de produits pour changer le goût, qui est longue comme le nid de Pinocchio. Les gens qui boivent ça, c'est parce qu'ils ont absolument aucun scrupule, selon moi, ou aucun problème avec leur estomac. Là. Vraiment, ils ont des estomacs forts. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette bouteille-là, elle a un nom, là. 2 mois après, là, ça peut être d'autres choses complètement différentes, là. Dans la mesure où ça vient du même pays, ils peuvent changer le cépage, ils peuvent changer le mélange, ils peuvent mettre n'importe quoi. Alors donc, à l'espace de 2 ans, tu peux avoir 3-4 sortes de vins et de cépages. Moi, là, la norme est quand même minimale, moi, je pense, quand vient le temps d'acheter du vin. Achetez pas du vin qui est pas embouteillé par le gars qui le fait lui-même. C'est aussi simple que ça, là. Tu veux moindrement avoir de la qualité, là. Tu veux que ce que tu bois dans la bouteille, c'est le gars qui l'a fait, qui l'a mis lui-même dans la bouteille, puis qui a fermé le bouchon. Non, ben ça ici, c'est pas le cas. Parce que là, tu sais, ben écoute, s'il arrive quelque chose, s'il y a un problème, tu sais c'est qui le problème. C'est le gars à l'autre bout qui a mis le vin dedans. C'est lui qui l'a fait, c'est lui qui l'a mis dedans. Mais à partir du moment où tu achètes des vins, là, ça vient de toutes sortes de producteurs, ça vient de toutes sortes de produits, puis de pébelles, puis de mélangeage de vins qui était fait par 150 gars différents. Hey, essaie de trouver celui qui a peut-être mis quelque chose dans le vin qui était bizarre, là, tu sais. Ouais, puis là, on n'a pas parlé des fameux vigniers, là, tu sais, l'espèce de... ça, là, c'est incroyable, là. Ça coûte, mettons... c'est 4 litres, là, ça se vend, mettons, autour de 40-45$. Là, ça a coûté à peu près 4$ pour le vin. Ah oui. Tu sais, je sais. C'est une vraie. Alors, bon. Hey, au sujet, les rôles d'évaluation à Montréal, à un moment donné, c'était parti sur une chire. Là, on dit, on parle d'à peu près de 20% d'augmentation. Ça a déjà été plus que ça. Ça ralentit là, le marché immobilier, mais il y en a encore qui vont être payer des méchants comptes de taxes. Oui, ça ralentit beaucoup. Le dernier rôle, alors le rôle, ça dure, c'est pour une période de 3 ans. La dernière fois qu'on avait eu un rôle à Montréal, il y avait eu une augmentation de 46%, ou 47%. Cette fois-ci, c'est 21%. Donc, ça a augmenté 2 fois moins vite. Oui. C'est à peu près la moitié. Mais il y en a encore qui se font, excusez-moi, qui se font vraiment pas mal, là. Dont eux autres, je sais pas si ça nous fait de la peine. Je sais pas si les auditeurs de Radio X ça leur fait de la peine, mais le plateau Montréal. Oui, nos amis du plateau. Nos amis du plateau. Eux autres, c'est 26%. Au total, là, mais je te dirais que si tu prends seulement le secteur résidentiel, c'est 28%, le sud-ouest 26%, puis Outremont 26%. Donc, des assez grosses hausses. Ça, c'est les villes qui font partie de Montréal, les villes autour, là, les villes qui sont défusionnées. Ceux qui se font rincer le plus, c'est Montréal et Westmount, avec à peu près 28% puis 20%. Mais à Westmount, là, 20%, là. Ah oui, c'est des gros montants. Quand tu as une maison d'1 million et plus, là, ça commence à paraître au bout de ça, là. C'est sûr. Et ce qui donc un peu un ralentissement de cette accélération de la valeur des maisons. Mais c'est sûr que je voyais à la télé hier, il y avait un monsieur qui était à la retraite, assez âgé, puis qui disait, écoute, moi je suis sur un revenu fixe, là, je suis à la retraite. Oui, c'est ça. Puis ça donne que j'ai acheté une maison sur le plateau, il y a 30 ans. Oui. Non, mais ça augmente sans arrêt, son affaire. Là. Lui, il y a un problème. Lui, il y a un problème. Parce que lui, ses revenus n'augmentent pas, mais ses comptes de taxes augmentent. Ouais. Et puis c'est bon, ça veut pas dire que parce que le rôle augmente de 20%, que les taxes vont augmenter de 20%. Non, ils vont rajouter le taux d'évaluation. Ils vont baisser le taux. Mais tu baisses le taux, mais c'est le même taux qui s'applique à tout le monde. Donc, si ta maison a augmenté plus vite que la moyenne des autres, comme à Outremont, mettons, ou au plateau, ben là, c'est sûr que même si le taux baisse pour tout le monde, étant donné que toi, tu as une maison qui vaut plus cher. Mais y aurait-tu un autre moyen de faire ça, Adrien, ou il n'y a pas vraiment d'autres moyens? Écoute, c'est pas évident, là. Madame Thatcher avait essayé quelque chose en Angleterre où elle avait dit, on laisse tomber ce système-là, puis on va facturer basé sur, bon, par exemple, si tu as 50 pieds de front sur la rue, oui. Tu vas payer le déneigement, mettons que ça coûte 1 million, ben on va diviser le coût du déneigement par le nombre de pieds de front que tu as sur la rue. Ça va être tant du pied de front. Mettons l'eau, on va te facturer selon le nombre de personnes que tu as qui demeurent chez toi. Mais tu devrais le faire au pied carré de ta résidence, finalement. C'est ça. Un condo, il n'y a pas de front, lui, c'est un pied carré. Oui, c'est ça. Alors, fais attention. Ouais. Mais c'est pas évident. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est pas la meilleure solution, les taxes municipales, mais tu remplaces ça par quoi? Tu pourrais essayer de remplacer ça par une taxe sur... comme un impôt, une taxe sur le revenu. Ouais. Ça existe dans d'autres pays. Il y a des villes qui ont une taxe, qui ont un impôt sur le revenu pour le municipal. Ah oui. Ouais. Ouais. Mais le gars qui a 2 maisons, il fait quoi à ce moment-là?
Je sais pas comment ça marche, mais je sais que il y a certains endroits où tu as aussi une taxe sur le revenu. Ce qui est peut-être un peu plus juste. Mais c'est pas évident. On est pogné ici avec cette affaire-là, puis ça cause des injustices, il n'y a pas de doute. Okay. Là, tu veux me parler, ça a passé un peu, pas mal inaperçu en fin de semaine passée. Là, j'ai refouillé ça. Moi, j'avais pas vu ça, puis c'est toi qui m'a allumé là-dessus. Un nouveau syndicat, le syndicat Unifor, ça représente 2 gros groupes. On parle de 300 000 membres. C'est quoi ça? Ouais, alors donc ça, c'est une fusion de 2 gros syndicats canadiens, évidemment, qui ont des membres au Québec. Le syndicat canadien de communication, énergie et papier. Oui. Et le syndicat des travailleurs canadiens de l'automobile. Alors ça, ensemble, ils ont fusionné la fin de semaine, il y a 2 fins de semaine passées, pour former finalement le plus gros syndicat au Canada. Au Canada. Ah oui. Au niveau du privé, là, pas le public, mais le privé. Et est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les syndiqués? D'abord, moi, je pense que j'avais déjà mentionné ici, les syndicats, c'est vraiment des business. Hein? Je veux dire, ça génère, rien qu'au Québec, c'est 1,2 milliard de revenus de cotisations syndicales par année. Je pense qu'au Canada, c'est à peu près 4 milliards. Donc, c'est des business et on peut se poser la question, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les syndiqués? Puis la réponse, c'est, ça dépend si les syndiqués de ces syndicats-là voulaient avoir un nouveau parti politique. Parce que à la convention qui a eu lieu, là, quand ils ont approuvé cette fusion-là, je vais donner 4 déclarations qu'ils ont faites. 4 choses qu'ils ont faites. La première chose qu'ils ont faite, la première annonce qu'ils ont faite, ils ont appuyé Olivia Chow, qui est l'épouse de feu Jack Layton, qui est une députée du nouveau Parti démocratique. Ils l'ont appuyée comme maire de Toronto, avant même qu'elle se soit lancée dans la course, puis avant même que la course soit commencée à Toronto. Mais déjà, tu vois, il appuie une madame du NPD pour la mairie. Très syndicaliste elle-même, oui. Ils ont invité au Congrès la socialiste Noémie Klein, qui est un peu un mélange de Jean Barne puis de Léopold Lauzon pour le Canada, au Congrès de formation. Et puis, elle a commencé son discours en disant ceci. On dirait que cette fusion pourrait être le début de la riposte que nous attendions tous depuis longtemps, la riposte pour chasser M. Harper du pouvoir. Ouais, mais c'est parce que là, Harper, lui, veut passer une loi qui va obliger les gros salariés des syndicats à dévoiler leur salaire, c'est ça? C'est ça, il essaie de passer cette loi-là, et les syndicats, pour eux autres, c'est l'enfer. Ils rendent public toute dépense de plus de 5 000 aussi, qu'il faudrait qu'ils rendent ça public. Là. On veut ouvrir les syndicats, voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Et cet exemple-là de Unifor qui a vraiment des positions politiques du genre... ils ont des vice-présidents, il y a même qui se déclare lui-même un communiste là, qui dit que le but d'Unifor, c'est de transformer la société puis de réaffirmer l'intérêt commun comme primant les intérêts individuels. Là, donc, on est là pour changer fondamentalement l'économie puis la virer en économie communiste. Mais les syndicats sentent qu'ils perdent un peu de pouvoir au Canada. Là, c'est pour ça qu'ils réussissent, ils veulent se réunir de même. Là. Oui, c'est ça. Ils essaient de faire ça. Donc, on a un bel exemple où les lois du travail devraient, selon moi, être modifiées pour redonner le contrôle de l'utilisation des cotisations syndicales des syndicats aux syndiqués. Parce que là, un syndicat comme ça, si c'est vraiment l'objectif, c'est de faire des pressions politiques, de grossir, d'avoir 300 000 membres, puis faire des pressions politiques pour décider qui va être au pouvoir, c'est-tu Justin Trudeau ou Stephen Harper. Là, il faut vraiment se poser la question, est-ce que nos cotisations syndicales sont supposées servir à ça? Servir à essayer d'influencer le vote politique. Là. Mais oublie pas, rappelle-toi ici au Québec, là, avant, je sais pas quelle élection, je sais pas trop, on avait envoyé des lettres, on envoyait des... c'est l'élection de 2000, celle de 2002-2004, je pense. Ils voulaient pas voter ADQ, puis ils envoyaient des lettres, les syndicats envoyaient des lettres à leurs représentants, à leurs employés. Là. Oui, et ça, c'est la FTQ, je pense, et le directeur général des élections a fini par dire vous aviez pas le droit de faire ça, puis il y a eu une amende. Mais trop tard, tu sais. Après, c'est comme l'amende de 500$ parce que tu as coupé tous les arbres dans ta rue, tu l'as après, tu sais. Et aux États-Unis, ce qui est intéressant, c'est que il y a une loi fédérale qui s'applique à tous les États qui dit que les syndicats dont en fait les employés ont le droit de dire aux syndicats, moi là, ma cotisation syndicale, je veux qu'elle serve à rien qu'à une chose, c'est de défendre mes intérêts, négocier ma convention collective, me représenter si j'ai un grief. Point à la ligne. Je veux pas que vous serviez de ma cotisation syndicale pour d'autres choses. Même pas pour les gros soupers arrosés, les bouteilles de vin. Puis en plus, il y en a qui sont allés encore plus loin que ça. T'as 24 États qui ont adopté ce qu'on appelle des lois Right to Work. Et ça, ces lois-là, ce que ça dit, c'est que tu peux pas forcer l'employé à être membre du syndicat. Tu es toujours couvert par le certificat d'accréditation, mais tu peux pas forcer l'employé à être membre du syndicat et tu peux pas forcer l'employé à payer une cotisation syndicale. La cotisation syndicale
au complet est volontaire. Tu as 24 États comme ça. Alors là, le syndicat est obligé de convaincre ces gens de devenir membres et de payer une cotisation volontaire. Alors, c'est sûr que ça a un impact important, puis ça explique, entre autres, pourquoi est-ce que la syndicalisation, le taux de syndicalisation au Canada est de 18%, alors qu'aux États-Unis, il est de 10% dans les 27 États qui sont pas right to work, puis seulement de 4% dans les États qui sont right to work. Ah ouais. Ouais. Wow. Adrien, c'est tout le temps qu'on a, je crois. Okay. Ça va passer vite. Ben oui. Merci d'être venu, puis on s'en reparle peut-être la semaine prochaine. Merci bien, Adrien. OK, bye. Le 2.